Aujourd'hui, on va revenir sur les 10 dernières cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Les artistes qui ont assuré le show, le coût de la cérémonie, les audiences télé, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Et comme ça, on pourra voir ensemble si la France va se ridiculiser aux yeux du monde ou pas. C'est parti. Non mais c'est vrai ça. Alors, Pierre, embrasse, vous savez. Les Jeux Olympiques. Un des plus gros événements de la planète qui rassemble le monde entier devant sa télé. Et qui que vous soyez, je suis sûr que vous avez déjà passé au moins une après-midi à mater du patinage artistique ou du lancer de javelot en mangeant des pépitos. Toujours est-il que cet événement, bien que sportif à la base, est devenu bien plus que ça avec le temps. Véritable vitrine mondiale, l'événement a aujourd'hui un véritable aspect géopolitique, mais est également un coup de projecteur énorme pour les organisateurs et participants, dont les artistes bien sûr. On pourrait un peu comparer les performances des Jeux Olympiques à celles du Super Bowl aux États-Unis chaque année, qui fait partie des plus gros shows du monde, avec les plages publicitaires les plus chères qui existent. Des shows gargantuesques avec des artistes de renommée mondiale, de la pyrotechnie, tout ce que tu veux, offrant donc des lives parmi les plus mémorables, ou pas parfois. Et aujourd'hui, c'est donc ce qu'on va voir ensemble. Moi c'est Jawai et aujourd'hui je vais vous parler de l'aspect musical des Jeux Olympiques et il y a beaucoup à dire sur le sujet, croyez-moi. Pensez bien à vous abonner juste en dessous de la vidéo si elle vous a plu, mettez un petit j'aime, un petit commentaire et c'est parti. Les Jeux Olympiques, c'est un des plus gros événements du monde, et pas que sportif, je pense que ça fait partie des plus gros événements tout confondus. Et d'ailleurs, l'événement rayonne bien au-delà du sport, puisque comme je l'ai dit dans l'intro, c'est devenu un événement très politisé, car il offre un énorme coup de projecteur aux pays organisateurs, et les retombées économiques peuvent être énormes et s'étaler sur plusieurs années après l'événement. Vous l'aurez compris, pendant les Jeux Olympiques, le monde entier a les yeux rivés sur son écran, créant ainsi une couverture médiatique monstrueuse, une aubaine donc pour les artistes et les annonceurs. Mais avant de s'attaquer aux artistes qui ont performé lors des Jeux Olympiques, laissez-moi vous conter l'histoire de la musique des Jeux. Car oui, les Jeux Olympiques ont leur propre musique, un peu comme la musique de la Ligue des Champions. Ça s'appelle tout simplement l'hymne olympique. Son histoire commence en 1896, lors des premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes. L'hymne joué alors pour la première fois a été composé par Spyros Samaras avec des paroles de Kostis Palamas. Est-ce qu'ils habitent à Palavas, les flots? Ça m'étonnerait. En revanche, cet hymne ne deviendra l'hymne officiel que bien des années plus tard, en 1960. Il servira également d'hymne de remplacement pour les athlètes participant aux Jeux Olympiques dans des conditions particulières, comme par exemple des athlètes réfugiés, apatrides ou bien originaires d'un pays boycotté en raison de tensions politiques. Alors la tradition de faire performer des artistes de renommée mondiale à la cérémonie d'ouverture des JO va prendre de l'ampleur au fil des années et ce, surtout à partir des années 80. Toutefois, les performances artistiques et musicales ont toujours fait partie intégrante des Jeux Olympiques, mais à l'époque, on faisait plutôt appel à des musiciens ou des artistes locaux. Complètement locaux, les musiciens. C'est véritablement à partir des Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles qu'on a commencé à voir vraiment des superstars sur scène. À l'époque, elle mettra en vedette la star Lionel Richie, ainsi que d'autres figures notables de l'époque. Pour les plus anciens qui ont la rêve, ces Jeux Olympiques ont été marqués par la quadruple médaille d'or de Carl Lewis. Cette tendance à inclure des stars de la musique et du spectacle s'est donc amplifiée avec le temps, chaque ville hôte cherchant à montrer son héritage culturel, mais aussi à produire un énorme show télévisé attrayant pour une audience mondiale. En gros, si vous préférez, c'est un peu un concours de beats télévisuel. Alors maintenant, on va passer en revue les années importantes des Jeux Olympiques d'un point de vue musical et artistique. Quels sont les artistes qui ont le plus marqué les Jeux Olympiques, ceux qui ont proposé le plus gros show, ou bien qui ont attiré le plus de monde devant leurs écrans. Du coup, je me suis dit quoi de mieux que de prendre les 10 dernières cérémonies, et ça tombe bien, parce que ça tombe en 84, donc 2024-84, ça nous fait 40 ans. Voilà, vu que c'est tous les 4 ans, ça fait 10 cérémonies, parce que ça fait 20 fois 2, ça fait un... Alors pour commencer, on va rester en 84, on a vu juste avant ce diable de Lionel Richie qui avait performé sur scène, mais il n'est pas le seul à avoir marqué ces Jeux Olympiques de son empreinte. En effet, le grand compositeur John Williams était également de la partie pour nous offrir un spectacle grandiose. Alors si le nom de John Williams ne vous dit rien, déjà sortez de chez vous, et ensuite peut-être que si je vous fais écouter ça, ou ça,
Ou encore ça. C'est bon, vous commencez un peu à resituer la personne. Célèbre pour ses musiques de films, John Williams aura composé pour l'occasion Olympic Fanfare Anthem. Et pour l'accent, on repassera. La cérémonie s'est déroulée au sein du Los Angeles Memorial Coliseum, un stade déjà chargé d'histoire olympique puisqu'il avait déjà accueilli les Jeux de 1932. Le stade a accueilli ce jour-là 93 000 personnes et l'audience télévisée mondiale pour la cérémonie s'élèvera à 2,5 milliards de personnes, faisant de cette cérémonie l'une des plus regardées à l'époque. La petite particularité de ces Jeux aussi, c'est que c'est la première fois que des Jeux Olympiques sont entièrement payés par des fonds privés, donc c'est-à-dire par des marques, des annonceurs, etc. Ce qui contribuera encore un peu plus à l'appellation Jeux Olympiques modernes. Pour ce qui est de l'hymne officiel, parce que oui, il y en avait une, c'était une chanson de Giorgio Moroder qui s'appelait Reach Out, vraiment typique des années 80, voilà, ça met dans un game instantanément. La cérémonie 88 tiendra une place forte dans l'histoire de la Corée du Sud parce que c'est la première fois qu'ils ont pu avoir une vitrine mondiale de ce genre afin de montrer leur richesse culturelle et pouvoir faire un peu une démonstration de puissance depuis leur indépendance. Cette cérémonie sera marquée par la chanson de Whitney Houston, One Moment in Time. Le single de la chanson a cartonné puisqu'il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Le thème de la cérémonie était l'harmonie et le progrès, ce qui colle plutôt bien avec le contexte de l'époque de la Corée du Sud. L'événement s'est déroulé au stade olympique de Séoul, construit spécialement pour l'occasion et pouvant accueillir 70 000 personnes. Pour ce qui est de l'hymne officiel, il s'agissait du titre Hand in Hand de l'artiste Coreana, avec encore une fois une grosse vibe années 80. La cérémonie sera elle suivie par un peu plus de 3 milliards de personnes et elle aura coûté 65 millions de dollars. Côté sportif, ces Jeux auront été marqués par le record du monde du 100 mètres féminin par l'athlète américaine Florence Griffith Joyner. Record encore inégalé aujourd'hui 40 ans après, bien que des doutes planent encore sur sa légitimité en raison de suspicions de dopage. Faut dire qu'à l'époque, les tests de dopage étaient un peu moins poussés qu'aujourd'hui et elle est quand même décédée à 38 ans d'une crise cardiaque, la Florence, donc bon, j'ai quelques doutes quand même. Ah oui, avant de passer à la cérémonie suivante, il fallait que je vous parle d'une dinguerie qui s'est passée aussi lors de cette cérémonie. Alors généralement, ils aiment bien au niveau des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est faire des lâchers de colombes. Et donc, les colombes, où est-ce qu'elles se sont posées pour être un peu tranquilles dans ce brouhaha énorme dans le stade? Elles se sont posées sur la vasque olympique. Qu'est-ce qui se passe avec la vasque olympique? Eh ben, on y fout le feu. 점화됐습니다. 역사적인 순간, 감격적인 순간입니다. Ouais. C'est donc sur cette bonne odeur de poulet rôti qu'on va passer à la cérémonie suivante. C'est parti. La cérémonie de Barcelone en 92 fait partie des plus mémorables de l'histoire des Jeux Olympiques, et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, sa musique d'ouverture, le titre Barcelona, composé spécialement pour l'occasion et interprété par Freddie Mercury et Montserrat Caballé. Cette chanson, qui a été évidemment interprétée le jour de l'ouverture, n'a pu malheureusement être interprétée que par Montserrat Caballé puisque Freddie Mercury était décédé quelques mois plus tôt. La cérémonie d'ouverture avait donc une atmosphère particulière et était chargée d'émotions, et elle aura servi également à faire un bel hommage au chanteur des Queen. Un autre moment a également marqué cette cérémonie d'ouverture, et moins triste et un peu plus spectaculaire, c'est le moment d'allumer la vasque olympique. Cette fois pas de drame comme on a vu avant avec les colombes cramées, mais plutôt un magnifique tir avec une flèche enflammée, un tir à l'arc à plus de 70 mètres par l'athlète espagnol Antonio Rebollo. Hyper épique, hyper stylé, voilà. Voyons voir ce qu'on a fait un peu en France pour comparer. Et le chaudron qui s'allume. D'accord.
La cérémonie s'est déroulée devant les 65 000 personnes du stade olympique Luis Companys, rénové spécialement pour l'occasion. Au niveau du coût de la cérémonie et des audiences télévisées, c'est plutôt une belle opération qu'a réalisée Barcelone cette année-là, puisque son budget fait partie des moins importants, à environ 20 millions de dollars, voire un peu moins, et ils auront quand même réussi à faire 2 milliards de personnes en audience télé mondiale. Ce qui est vraiment une belle performance, vous le verrez après avec les autres statistiques des autres cérémonies. Ça se place plutôt bien dans le classement. Au niveau sportif, pour ceux qui ont plutôt les refs sportives, cette édition de 92, elle a été évidemment marquée par la surdomination de l'équipe américaine de basket. C'était tout simplement la Dream Team avec Magic Johnson et Michael Jordan, qui ont littéralement roulé sur les autres équipes. 96 a elle aussi été une édition forte dans l'histoire des Jeux Olympiques, et elle sera aussi l'année de notre reine à tous, Céline Dion, qui a interprété cette année-là The Power of Dream, chanson spécialement composée pour les Jeux par Kenneth Edmonds et David Foster. La cérémonie s'est déroulée au sein du stade olympique d'Atlanta devant 80 000 personnes. D'autres artistes aussi ont performé accompagnés de l'orchestre symphonique d'Atlanta, qui était dirigé ce soir-là par John Williams, encore lui. Je pense par exemple à Gladys Knight qui a fait une reprise de Georgia on My Mind, une chanson en hommage à la Géorgie qui était le pays hôte du coup de ces Jeux. On a eu droit aussi cette année à Stevie Wonder qui nous a fait une super reprise de Imagine à sa sauce. Living in the world in peace. Un grand moment de scène encore une fois, et vous verrez aussi que Imagine, c'est le genre de chanson qu'on aime bien aux Jeux Olympiques, quoi. Tout ce qui est, voilà, Imagine, We Are the World, toutes ces chansons-là, c'est des trucs qu'on aime bien, quoi. L'unité, l'harmonie, Together. Le budget de la cérémonie s'est élevé, lui, à 40 millions de dollars et sera vu par environ 3,5 milliards de personnes à travers le monde, se plaçant parmi les plus visionnés de l'histoire et offrant ainsi une belle publicité à Céline Dion qui n'avait là que 24 ans. Plusieurs événements marqueront cette cérémonie et pas que des bons malheureusement. Tout d'abord l'image poignante du boxeur Mohamed Ali qui, atteint de la maladie de Parkinson, avait allumé la flamme olympique. La cérémonie fut ensuite malheureusement entachée par un événement tragique car une bombe a explosé dans le Centennial Park le 27 juillet, tuant ainsi 2 personnes et faisant plus de 100 blessés. Épisode qui nous rappelle hélas le contexte unique et parfois tendu de ce genre d'événement, en espérant que ça se passe bien pour nous cette année. L'année 2000. Je sais pas pour vous, mais moi ça me met dans un bon mood instantanément. La PlayStation de Britney Spears, la France qui gagne l'Euro 2000. Ah là là, quelle année. Et à l'occasion de la cérémonie de ces jeux à Sydney, c'est la star australienne Kylie Minogue qui s'est chargée du show. Avec un statut d'icône de la pop montante, Kylie Minogue a su tenir la baraque en proposant un énorme show, reprenant par exemple le tube Dancing Queen du groupe suédois ABBA. Performance spectaculaire devant les 110 000 personnes du stade olympique de Sydney et des 3,7 milliards de téléspectateurs dans le monde, faisant ainsi encore mieux que Céline 4 ans plus tôt. Le budget de la cérémonie a lui été rapporté à environ 42 millions de dollars australiens, ce qui en fait l'une des cérémonies les plus chères jamais réalisées, mais aussi l'une des plus spectaculaires. Petit fun fact concernant la torche olympique qui cette année-là est pour la première fois passée sous l'eau, avec un système, voilà, je suis pas scientifique, mais avec du gaz, machin, enfin voilà. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Ces jeux auront été également marqués de l'empreinte de l'athlète australienne Cathy Freeman, d'origine aborigène, qui a commencé par allumer la flamme olympique pour ensuite tranquillement gagner le 400 mètres, vêtue de sa super combinaison intégrale, trop stylée. Alors cette année-là, la France avait aussi voulu faire sa petite chansonnette, en faisant chanter certains athlètes français, une chanson qui s'appelle « Faites du sport, plus la guerre ». Je vous laisse avec les images. Il avait pour but, comme unique ambition, de montrer à tous les peuples du monde. Le temps d'une fête, d'une compétition, la métamorphose des hommes en une blanche colombe. Faut arrêter de faire des trucs comme ça aux gens, dont c'est pas le métier. On dirait les vidéos cringe des gens des supermarchés là qui font des chorégraphies, des comédies musicales dans les rayons, là, ça va pas du tout. Pas de ça cette année, s'il vous plaît, pas de ça. Pop. Alors là, 2004, on a encore eu du très très lourd avec Björk. En plus, édition qui se déroule à Athènes, donc aux origines des Jeux Olympiques, un dispositif spécial avait été mis en place au niveau de la scénographie, rappelant ainsi toute l'histoire antique des Jeux et de la mythologie. La chanteuse islandaise a présenté Océania à Athènes, chanson qu'elle a coécrite avec le poète Sion, ou Sion, ou Sion.
Cette chanson est une ode à l'océan qui connecte tous les continents. Centuries, I blink my eyes, hooks and spines in my waters, stingrays. La performance vue par plus de 3,9 milliards de spectateurs à travers le monde derrière leurs écrans la place pour l'instant en tête des audiences des cérémonies des JO. Il faut dire que la performance était vraiment historique car elle inclut une robe spectaculaire de 10 000 m² qui se déployait comme un océan, enveloppant ainsi les athlètes et les performeurs qui se trouvaient sur la scène. Cette robe a été conçue par un artiste néerlandais pendant plusieurs mois de préparation pour s'assurer qu'elle se déploierait parfaitement pendant le live. La cérémonie s'est déroulée au sein du stade Spiros Louis devant 75 000 personnes et aura coûté environ 40 millions de dollars. Côté sportif, cette édition sera évidemment marquée par la natation, avec les 6 médailles d'or remportées par Michael Phelps et les quelques records du monde qu'il aura établis cette année-là, et aussi les 3 médailles d'une certaine Laure Manodou qui explosait là aux yeux du monde. Pour Pékin en 2008, on aura assisté à l'une des plus belles cérémonies de l'histoire. Plusieurs performances spectaculaires, comme par exemple le pianiste Lang Lang, accompagné d'une chorégraphie impliquant plus de 15 000 performeurs. Une vraie démonstration de coordination avec parfois un côté quasi hypnotisant, avec par exemple ce moment où 2008 percussionnistes jouent ensemble avec des bâtons lumineux, dans le noir complet. Un moment vraiment fou qui témoigne une fois de plus de la rigueur et de l'harmonie dont la Chine peut faire preuve pour ce genre d'événement. La cérémonie s'est déroulée au sein du stade national de Pékin, dont je suis sûr vous avez des souvenirs, parce qu'il a vraiment une allure spéciale et moi je m'en souviens très bien. Il est surnommé le Nid d'Oiseau et il a accueilli ce soir-là 91 000 personnes. La chanson officielle de cette année-là, You and Me, interprétée par Liu Wang et Sarah Brightman, ne m'a pas vraiment transporté pour le coup et voilà, restera pas dans les annales. Pas de méga star internationale donc pour Pékin en 2008, mais plutôt un beau ratio au niveau des statistiques. Et une petite mention spéciale aussi pour l'allumage de la flamme olympique, qui a été exécuté de manière assez originale façon Prince of Persia ou Naruto, avec le mec qui a tout simplement couru tout autour du stade pour aller allumer la flamme olympique. Estimée à un coût d'environ 100 millions de dollars, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin deviendra la plus onéreuse de l'histoire, mais aussi la plus suivie en avoisinant 4 milliards de téléspectateurs dans le monde entier. Cérémonie suivante, et encore une fois, un beau dossier qui nous attend. Alors la cérémonie de Londres en 2012, bien que sympa à voir et qui honnêtement moi fait partie de mes préférés, ne fait pas partie des bangers de la liste, comme disent mes confrères youtubeurs. Parce qu'il faut dire que je trouve qu'ils ont quand même mis le paquet les anglais, mention spéciale pour l'originalité, vraiment humour à l'anglaise, et je trouve ça vraiment dommage que ça ait un peu flop leur cérémonie d'ouverture alors que c'était vraiment trop cool quoi. Attendez, on a quand même eu un magnifique Hey Jude de Paul McCartney. On a eu droit au Super Flow de Didier Rascal. On aura carrément eu droit à un petit sketch en direct de Mr Bean qui s'est faufilé dans l'orchestre symphonique et qui a fait tout un tas de conneries à l'écran. Et même un sketch de James Bond avec la reine Elisabeth. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais la reine Elisabeth, elle a quand même sauté en parachute avec James Bond. Déjà super cool qu'elle participe à ce genre de truc. Bon, évidemment, c'était un sketch. Et franchement, moi j'ai trouvé que c'était hyper original quoi. Ça démontrait bien la culture anglaise, l'humour à l'anglaise. Mais malheureusement, je comprends pas pourquoi ils ont fait que 900 millions. Je dis que 900 millions, c'est déjà énorme. Hein, mais ils ont fait que 900 millions de téléspectateurs à travers le monde. Je ne comprends pas. Alors qu'ils avaient quand même un budget qui se serait élevé à plus de 30 millions de livres. Donc je comprends pas trop pourquoi cette plantade des Anglais cette année-là. En tout cas, mention spéciale pour l'originalité. Et moi, c'était pour l'instant, je pense, ma cérémonie préférée. Cérémonie suivante. Rio 2016, en vrai, c'était pas mal du tout. Hein. Franchement, moi j'ai bien kiffé. Un énorme spectacle avec tout le décor projeté au sol. C'était vraiment pas mal du tout. Par contre, petit détail que j'avais oublié, c'est que c'était la période dubstep. Mais en vrai, le reste, c'est quand même propre. Une cérémonie haute en couleurs, au sein d'un des stades les plus mythiques du monde, le Maracanã, et c'est 80 000 places. Une cérémonie vraiment à l'image du Brésil, hein, c'était carrément le carnaval de Rio version Jeux Olympiques. Côté artistique, le casting était pas vraiment bling bling, avec principalement des stars de la musique brésilienne, mais qui n'ont pas vraiment un rayonnement international très fort. Mais malgré ça, niveau audience et niveau spectacle, on rattrape plutôt bien le coup par rapport à Londres 2012, puisqu'environ 3 milliards de personnes ont suivi la cérémonie derrière leurs écrans. Le budget de la cérémonie était lui estimé à environ 30 millions de dollars, un montant
significativement inférieur aux cérémonies précédentes, ce qui démontre quand même les efforts mis en place par les organisateurs pour proposer un show de cette qualité-là avec un budget restreint. Et encore une fois, petit fact sympa à propos de cette édition-là, à propos de cette cérémonie, c'est que la cérémonie mettait certes en valeur les traditions brésiliennes, les coutumes et l'histoire du Brésil, mais elle avait aussi un degré écologique. On a vu les années précédentes, la flamme olympique est passée sous l'eau, un mec qui tire une flèche pour allumer la flamme olympique, un autre gars qui court sur le truc, on s'est dit mais waouh, ça va s'arrêter où? Qui va faire le plus gros allumage de flamme le plus épique? Le Brésil peut-être? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Et bah rien du tout en fait, rien du tout. Ils ont allumé une toute petite flamme olympique avec une toute petite torche. C'est limite ils ont pas claqué une allumette, c'était tout simplement pour faire passer leur message de sobriété énergétique. Et ça a marché puisque ça a surpris tout le monde. On s'est dit bah merde, c'est quoi ce tout petit feu? Du coup ça aura bien marché. Cérémonie suivante. Aïe aïe aïe, Tokyo 2020, quelle histoire. Quelle histoire ça aussi. Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'était particulièrement compliqué. Déjà période Covid, donc les JO de Tokyo 2020, c'était finalement les JO de Tokyo 2021. Et en plus de ça, il y a eu plein d'histoires au sein du comité, enfin bref, je vais vous raconter tout ça. Déjà, comme je vous l'ai dit, on commence par reporter les JO d'1 an. Ensuite, on apprend la nomination de Keigo Oyamada. Gichi Oyamada. Ensuite, on apprend la nomination de Keigo Oyamada comme compositeur de la cérémonie. Nomination qui aura largement été critiquée sur les réseaux sociaux car il a admis en toute légèreté dans une interview qu'il avait maltraité des handicapés pendant des années durant sa jeunesse. Donc ça la fout un peu mal quand t'es en charge de composer la musique d'ouverture de la cérémonie des Jeux Paralympiques. Voilà, c'est moyen quoi. Et malgré ses excuses et le soutien du comité olympique, il a été forcé de démissionner quelques jours avant seulement la cérémonie, parce que l'histoire avait déjà fait trop de bruit, c'était trop tard. Mais on s'arrête pas là, puisque quelques jours après, 2 jours seulement avant l'ouverture de la cérémonie, c'est le directeur artistique Kentaro Kobayashi qui est lui démis de ses fonctions pour une blague sur l'Holocauste en 88. Voilà, encore un beau dossier. Bon, je vous avais prévenu, hein, c'était pas de tout repos pour les organisateurs cette année-là, mais parlons un peu de ce qui nous intéresse. Pour ce qui est de la cérémonie, elle s'est donc déroulée au sein du stade olympique de Tokyo. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'à chaque édition, il y avait le stade olympique de Tokyo, le stade olympique de machin, et en fait, je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, c'est des stades qui sont fabriqués pour l'occasion. Par exemple, pour Londres, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'était au sein du stade olympique de Londres, encore une fois, mais ce stade sert aujourd'hui à l'équipe de West Ham. Et cette année, ce sera pas le cas en France, puisque notre cérémonie va se faire le long de la Seine, donc pas de stade. Toujours est-il que, en 2021, le stade il était vide. Donc en vrai, il n'y avait pas besoin de stade. Avec moins de 1000 personnes présentes à cause des restrictions, évidemment. La cérémonie a vraiment eu une saveur particulière. En regardant les images, on dirait juste une répétition. C'est assez spécial. Même s'ils ont voulu un peu innover avec encore une fois des projections au sol, etc. Ça marche pas vraiment, quoi. C'est nul! Une des performances les plus marquantes aura été la reprise de Imagine, encore interprétée par un ensemble d'artistes internationaux tels que Angelique Kidjo, Alejandro Sanz, John Legend et Kate Urban, accompagnés par le Suginami Children's Choir. L'hymne officiel des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 a été donc Colorful, une chanson interprétée par un groupe de chanteurs de J-pop comprenant Al, Motohiro Hata, Little Glee Monster et Daichi Miura. Et cette chanson avait été produite en collaboration avec Coca-Cola pour célébrer l'unité et la diversité. Mouais. Quoi qu'il arrive, la chanson ne sera pas non plus restée gravée dans les mémoires. Par contre, la petite touche d'originalité dont je me souviens et qui est très japonaise pour le coup, c'est le petit sketch du gars déguisé en pictogramme qui a reproduit toutes les positions des pictogrammes des différentes épreuves des Jeux Olympiques. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était pas mal passé sur les réseaux sociaux à l'époque. C'est vrai que les Japonais ont dû s'adapter un peu au contexte et trouver des idées sympas à réaliser malgré les restrictions, mais en vrai, ils ont quand même réussi à faire des petites choses originales. On peut noter aussi ce petit spectacle de drone, un peu voilà l'équivalent du feu d'artifice version 2020. Les conditions étant particulières sur place avec l'absence de fan zone, le stade vide, etc. On pouvait s'attendre à ce que les audiences pètent les scores et c'était plutôt réussi puisque les audiences se sont élevées à environ 3 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Le Japon a voulu aussi développer son audience côté plateforme de streaming en ligne et pour le coup ça aussi c'était plutôt réussi puisqu'ils ont observé une augmentation de 130% des vues par rapport à Rio en 2016. Même si encore une fois je pense que le Covid a dû pour le coup aider. Pour ce qui est du coût de la cérémonie, il n'y a aucun chiffre vraiment clair qui n'a été divulgué, mais bon on se doute bien que ça a été particulièrement compliqué puisqu'il y a eu des reports, etc. Le chiffre que moi j'ai pu retrouver et qui semble plutôt plausible, c'est
environ 75 millions de dollars, ce qui en fait une des plus chères de l'histoire. Et donc maintenant, au tour de la France d'impressionner ses prédécesseurs. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire, même si ça part un peu mal, on verra bien le jour J. Pour terminer, on va faire un petit classement quand même, parce que voilà, j'ai fait 2 classements, le classement des audiences, le classement télé. Je vous mets le classement, d'abord le classement des audiences. Donc voilà, on peut retrouver à la dernière place Londres avec ses 900 millions de téléspectateurs qui sont plutôt étonnants pour le coup. Si vous avez une explication, je suis chaud, une petite théorie. Et on voit le top 3 du coup, hein, Sydney, Athènes et Pékin, avec des 3,7, 3,9 et environ 4 milliards de téléspectateurs. Des scores énormes qui se placent d'ailleurs parmi les plus hautes audiences jamais enregistrées, avec par exemple la cérémonie d'enterrement de la princesse Diana, ou encore le légendaire concert Live Aid à Wembley, qui est un des concerts les plus légendaires de tous les temps. Bon, et comme je suis un gros con, bah, j'ai carrément oublié de faire le deuxième classement. Donc là pareil, on peut voir un peu le classement avec les moins coûteuses étant Rio et Atlanta, et donc le top 3 des cérémonies les plus coûteuses avec Séoul, Tokyo et Pékin qui a pété les scores avec 100 millions de dollars. Et vu que je me fous pas de votre gueule sur cette chaîne, je me suis même un peu fait chier à faire 2 petits graphiques pour essayer de trouver un lien de corrélation entre le coût et les audiences, et on peut observer qu'il n'y a pas forcément de lien. On peut voir par exemple avec Pékin 2008 qui ont claqué de la tunasse et qui ont plutôt bien marché en termes d'audience, mais on peut aussi observer des beaux ratios comme par exemple Atlanta ou Rio en 2016 qui ont dépensé relativement peu mais qui ont fait de belles audiences. Et en attendant, on va voir ce que la France va pouvoir réaliser comme statistique et on débriefera ça ensemble. Pour l'instant, moi j'ai un peu l'impression qu'on est la risée entre l'annonce de la présence d'Aya Nakamura, la gueule de notre mascotte qui me rappelle étrangement celle de la Coupe du Monde au Qatar, qui en a fait rire plus d'un visiblement. Elle ressemble au bonnet qui coiffe Marianne, symbole de la République française. Bonjour Sabrina Jacob. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous avez pensé? On va parler météo. Je sais pas vous, mais moi je le sens moyen. Mais bon, je préfère ne pas trop y penser, on verra bien le moment venu. Et si ça vous dit, on fera une petite vidéo réaction une fois que ça sera passé pour voilà, débriefer un peu, voir comment la France se place dans ce classement, etc. On pourra faire une petite vidéo d'analyse, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. J'aurai plein de nouvelles choses à vous montrer très bientôt, donc si vous voulez ne pas manquer une seule vidéo, abonnez-vous. C'est qui? C'est Biscotte encore? Allez. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de la vidéo. Mettez un petit like aussi si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, critiques, remarques ou suggestions. N'hésitez pas, on est là dans l'échange, voilà. On discute, on échange, on est dans une... voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et en attendant, je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo. C'était Jawai.